Comment se porte aujourd'hui le PIT? Le PIT se porte bien. Aujourd'hui, c'est le président Ezi Yakadanel qui est aux commandes du PIT, après donc le départ du président Francis Angabaudier. Et donc, nous portons bien. Nous essayons de faire tourner le parti avec toutes les difficultés que nous avons pu connaître à un certain moment. Parce que nous avons eu une dissidence que nous avons pu gérer. Que aujourd'hui, c'est vraiment un souvenir qu'il faut laisser en arrière et puis avancer. À quel genre de dissidence ou difficultés faites-vous face? Avez-vous fait face? Ben, comme partout dans tous les partis politiques que vous connaissez, que nous connaissons, il y a des moments, des gens qui, par rapport à une certaine ligne qui est imposée, préfèrent plutôt chercher ailleurs ou chercher à avoir des retombées assez rapidement ailleurs et qui préfèrent donc se désolidariser pour essayer de composer avec le pouvoir, pour essayer d'avoir un poste. C'est ce qu'ils ont fait. Ces personnes-là, est-ce qu'elles ont eu gain de cause? Ces personnes ont été nommées au gouvernement. Oui. Il suffit, vous savez que chez nous ici, il suffit de dire qu'on est RHDP et puis bon, on vous donne crédit et on vous nomme au gouvernement. Ils ont été nommés au gouvernement, mais certainement qu'ils ont pris connaissance des capacités réelles de ces personnes qui ne sont pas restées longtemps au gouvernement. Très bien. Vos priorités à la tête du PIT aujourd'hui? Le PIT, il faut le savoir, je vais te le dire d'emblée, c'est un parti de gauche. Un parti qui envisage faire la promotion des valeurs de gauche. Donc, dans un premier temps, pour lutter pour la démocratie, comme nous avons commencé à le faire depuis 1990, mais également faire en sorte que la politique se fasse pour l'homme, pour l'Ivoirien. Il s'agit de l'homme. Et donc, ces valeurs-là sont à définir, à faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse profiter, les Ivoiriens puissent profiter véritablement de tout ce qui se fait dans ce pays. Les richesses qui se créent doivent revenir en priorité aux Ivoiriens, mais surtout aux Ivoiriens qui travaillent. Nous sommes le parti ivoirien des travailleurs. Donc, vous comprendrez que notre position est de faire en sorte que le travailleur soit bénéficiaire de toutes les richesses qu'il a pu créer à un certain moment. Voilà donc notre position. Président, on est amené à vous demander quelle lecture faites-vous de la situation sociopolitique actuelle de la Côte d'Ivoire et ensuite du monde entier, vu la crise en Ukraine? Bon, aujourd'hui, vous avez vu le gouvernement qui met l'accent sur les infrastructures qui sont créées. C'est une très bonne chose. Mais malheureusement, comme disent les économistes, les infrastructures, les routes et les ponts précèdent le développement. Mais ce n'est pas encore le développement. Donc nous sommes loin du développement. Le développement, c'est quand l'Ivoirien se sentirait à l'aise dans son propre pays. Le bien-être de l'Ivoirien sera pris en compte. C'est là qu'on parlera de développement. Aujourd'hui, nous sommes dans une croissance qui n'est rien d'autre que l'augmentation du PIB par tête d'habitant, mais ce n'est pas le développement en ce sens que l'Ivoirien, en général, la majorité des Ivoiriens ne profitent pas de ces augmentations de richesses qui sont créées chaque année dans ce pays. Donc voilà une situation qui est anormale, contre laquelle nous nous opposons, contre laquelle nous luttons jusque-là. Vous avez déjà vous-même, vous pouvez comprendre que les choses ont changé. Le pouvoir qui est en place, dès son arrivée, a parlé de créer ce qu'ils ont appelé l'émergence, sans donner la définition d'émergence. Qu'est-ce que c'est l'émergence? On n'a jamais défini l'émergence. Mais l'émergence n'est pas le développement. On a confondu émergence et développement. L'émergence n'est pas le développement. L'émergence est autre chose, le développement est autre chose. L'émergence a été lancée en 1982 par un économiste néerlandais
Antoine Van Agmael, qui a lancé l'idée, le concept d'émergence, et qui veut dire tout simplement quelle est la capacité de certains pays à intégrer l'économie mondiale, libérale, mondialisée. Quels sont ceux-là qui peuvent entrer dans cette évolution globale de l'économie libérale qui devient mondialisée? Et donc, l'émergence repose sur 3 piliers importants. Le premier pilier, c'est l'exportation. Avoir la capacité d'exporter des produits finis ou semi-finis. Ce qui veut dire que vous avez un tissu industriel performant qui existe dans le pays. Or, nous sommes encore au stade de transférer des matières premières, d'exporter des matières premières. Nous sommes donc, le premier pilier n'est pas respecté. On n'a pas pu atteindre le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est avoir la capacité d'exporter des brevets. Avoir la capacité d'exporter des brevets. Donc, pour pouvoir exporter des brevets, il faut avoir un tissu important de cadres de recherche, et de formation de très haut niveau. Nous, à ce niveau, on reçoit plutôt les brevets des autres, mais on n'est pas capable d'exporter des brevets. Donc, le deuxième pilier non plus n'est pas respecté. Le troisième pilier, c'est donc avoir une place financière importante pour pouvoir financer des investissements même en dehors de notre pays et aller conquérir les marchés des autres pays à partir des investissements que nous pouvons faire. On constate par exemple, il y a d'autres pays qui sont les IDE, ce qu'on appelle les investissements d'étrangers, développement étranger, qui est assuré par des pays étrangers dans notre pays, mais nous ne sommes pas encore arrivés au stade, nous, d'aller vers les autres pays. Donc, l'émergence, on n'en parle même plus. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas atteindre l'émergence. C'était programmé pour 2020. On n'en parle plus. C'est devenu un slogan. Il y a des bus qui sont émergents. Il y a des bâtiments qui seront émergents bientôt. Bon, voilà. Mais ce n'est pas ça la réalité de l'émergence. Voilà. Donc voilà une réalité qui n'est pas respectée, qui met aujourd'hui en mal le pouvoir qui est en place. Vous n'avez pas encore parlé de la situation internationale, la situation politique internationale avec la guerre en Ukraine. Quelle lecture faites-vous de tout ça? Nous ne nous sentons pas concernés. Nous ne nous sentons pas concernés. Parce que Poutine, ce n'est pas un homme de gauche. Poutine n'est pas un homme de gauche. Comme l'Ukraine aussi n'est pas un pays d'obédience de gauche. Donc, nous sommes dans la position où il faut respecter ce que nous avons appelé les non-alignés. Nous sommes dans la position des non-alignés. Il n'y a pas de raison que nous allions soutenir Poutine ou que nous soutenions l'Ukraine. En fait, l'Ukraine, c'est quoi? C'est les États-Unis et tout, l'OTAN qui sont derrière. Nous n'avons pas choisi de nous aligner, soit avec l'OTAN ou avec Poutine, qui est un dictateur, il faut le reconnaître, qui est un dictateur, et qui n'a pas notre approche, n'est pas dans la vision que nous considérons pour le socialisme dans un pays. Donc, ce qui se passe en Ukraine ne nous concerne vraiment pas. Malheureusement, il y a des répercussions sur notre vie en termes d'augmentation des prix. En termes d'augmentation des prix, c'est ce qu'on appelle l'inflation importée. Il y a cette réalité-là qu'il faut savoir gérer, mais c'est parce qu'on n'a pas pris le soin nous-mêmes de nous préparer à consommer ivoirien et faire en sorte que nous soyons indépendants, ne serait-ce qu'à ce niveau-là. Et c'est pour ça que nous luttons, pour que les Ivoiriens comprennent qu'il faut se libérer, on ne doit pas être dépendant, continuellement dépendant de l'extérieur, continuellement dépendant des autres. Il faut que nous puissions nous-mêmes à un certain moment nous arrêter et voir ce que nous pouvons faire par nous-mêmes. Alors, en avril 2022, naît dans le monde politique ivoirien le FDDS.
un parti politique issu d'une union entre le Parti ivoirien des travailleurs, PIT, dont vous êtes le président, l'Union des sociaux-démocrates et le Parti communiste révolutionnaire de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui a motivé cette fusion? C'est une plateforme, ce n'est pas un parti. D'accord, C'est une plateforme qui regroupe des partis politiques parce que nous avons conscience qu'à nous seuls, le PIT, nous ne pourrons pas arriver aux objectifs que nous nous fixons. Et il faut donc regrouper tous les partis de gauche. Faire en sorte que tous ceux qui épousent notre vision et qui sont favorables à une économie dominée par les Ivoiriens eux-mêmes et que les richesses de ce pays restent dans ce pays, produits dans ce pays restent dans ce pays. Tous ceux-là qui sont favorables à cette vision des choses doivent se joindre à nous pour que nous puissions être plus forts et aller sur le terrain pour essayer de conquérir le pouvoir. Parce que notre objectif, c'est conquérir le pouvoir, mais ce n'est pas conquérir le pouvoir pour le pouvoir. Nous voulons conquérir le pouvoir pour les Ivoiriens. Conquérir le pouvoir pour les Ivoiriens, c'est très important. C'est pour ça que nous parlons de souveraineté. D'accord. Nous défendons la démocratie et la souveraineté également, c'est important. Nous allons en revenir. Vous avez plusieurs fois cité parti de gauche. Alors pour ceux qui vous écoutent, qui ne savent pas ce que c'est, qu'est-ce que le parti de gauche? Bon, je vais vous rapidement définir ce que c'est que la gauche. Vous savez, en 1789, au moment de la Révolution française, il y avait donc l'Assemblée constituante qui devait définir les nouvelles règles de jeu de la France. Ils se sont retrouvés dans une assemblée et il y avait donc ceux qui étaient à gauche qui défendaient des valeurs et ceux qui étaient à droite qui défendaient d'autres valeurs. Et ces valeurs qui étaient défendues par ceux qui sont à gauche, c'est-à-dire les valeurs de bien-être, les valeurs de liberté, d'indépendance, de solidarité entre les êtres humains, étaient ceux-là qui étaient à gauche. Et à droite, ceux qui étaient favorables au roi, qui étaient favorables aux conservateurs, ainsi de suite. Et donc, voilà pourquoi nous sommes de gauche, parce que nous sommes pour des valeurs qui portent sur l'homme. Nous sommes pour que l'économie porte sur l'homme. Et si nous créons des richesses, il faut que ce soit l'homme qui en bénéficie en premier. Est-ce que nous avons choisi des partis des travailleurs? Ça veut dire quoi? En économie, il y a deux facteurs de production, le capital et le travail. Nous avons choisi d'être avec les travailleurs parce que quand les richesses sont créées, dans la répartition des richesses, le travailleur est laissé de côté. Le travailleur laissé de côté, c'est le propriétaire du capital qui récupère pratiquement le maximum. Et le travailleur n'a que ses yeux pour pleurer des fois. Et donc il est obligé de se battre pour pouvoir avoir le minimum qu'il lui faut pour vivre, ne serait-ce que pour renouveler, comme on dit, sa force de travail. Pour renouveler ne serait-ce que ça, sa force de travail, il est obligé de se battre tout le temps. Tout le temps. Donc nous avons choisi de nous battre aux côtés des travailleurs pour que les richesses que les travailleurs permettent de dégager dans chaque pays, il en soit l'un des bénéficiaires, il en soit le premier bénéficiaire. Wow. Concrètement, on va vous montrer les choses. Aujourd'hui, c'est les paysans qui produisent les richesses de ce pays, qui produisent le café et le cacao. Mais ils sont les derniers à en bénéficier. Ce n'est pas eux les gros milliardaires. Les milliardaires, c'est ceux qui sont des intermédiaires. Il y en a même qui ne savent même pas comment pousse un pied de cacao, mais qui sont les milliardaires. Et le paysan, qu'est-ce qu'il récolte? Pratiquement, il est toujours dans sa misère avec les difficultés qu'il a de scolariser ses enfants, de se soigner, et ainsi de suite. Donc voilà notre combat. C'est faire en sorte que les richesses qui sont produites dans ce pays reviennent en majorité à ceux qui contribuent à la création de ces richesses. Voilà. Très bien. Lorsqu'on vous écoute, on a la nette impression d'avoir affaire à un justicier pour le peuple ivoirien. De quoi voulez-vous épargner ou sauver la population de ce pays? Mais nous ne sommes pas des justiciers, nous sommes tout simplement ceux qui pensent que la justice doit s'imposer dans un pays et celui qui a créé des richesses doit en bénéficier, doit être le premier à en bénéficier. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, malheureusement. Ce n'est pas le cas, pourquoi? On a un système d'économie libérale que nous avons mis en place et qui permet de produire les richesses ici, mais qui ne reste pas pour nous. Aucune richesse ne reste pour nous ici. Quand c'est produit, c'est directement rapatrié ailleurs. Mais pourquoi? Parce que c'est pour cela que de plus en plus nous sommes également contre le franc CFA. Parce que dans les dispositions du franc CFA, il y a deux principes. Premier principe, libre convertibilité. Deuxième principe, libre transférabilité. Ça veut dire que toutes les richesses qui sont produites ici, celui qui vient les produire, puisque c'est des capitaux étrangers qui sont ici, qui les produisent, ils sont libres de les convertir dans n'importe quelle devise de leur choix et libre transférabilité de les transférer dans n'importe quel pays de leur choix. Voilà la réalité. Donc quand toutes les richesses sont produites, qu'est-ce qui va rester pour nous? C'est ce qu'on ne vous dit pas, on utilise un indicateur de développement qui n'est pas, qui est trompeur, d'ailleurs, le PIB, le produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, qu'est-ce que c'est? C'est la production des richesses faites par l'ensemble des entreprises nationales ou étrangères qui sont sur notre territoire. Ok? Toutes les entreprises étrangères qui sont sur et ivoiriennes qui sont sur notre territoire. Mais il faut retirer en ça quand ils ont fini de produire ces richesses, que les étrangers vont partir. Ce qui leur revient, il reste quoi pour la Côte d'Ivoire? Donc ce n'est pas l'indicateur qu'il faut, c'est un autre indicateur qu'on appelle le PNB, le produit national brut, qui permet de voir ce qui reste effectivement pour les Ivoiriens. Qui reste effectivement pour les Ivoiriens. Ce n'est pas le fait que toute la richesse, on dit, oh, mais il y a une augmentation des richesses, il y a une augmentation du PIB. La croissance est forte. Ça, c'est vrai, c'est au niveau du PIB. Mais ce n'est pas ce qui reste pour les Ivoiriens. Ce qui reste pour les Ivoiriens, c'est le produit national brut. Et ce produit national brut, on l'obtient en faisant PIB moins les exportations des entreprises étrangères qui sont chez nous et qui rapatrient, qui sont obligés de rapatrier, puisqu'il faut aller donner satisfaction aux capitaux étrangers qui viennent s'installer chez nous, quand on a rapatrié, et on ajoute des richesses créées par les entreprises ivoiriennes à l'étranger. Il y en a combien à l'étranger? Il n'y en a pas grand-chose. Donc quand on vide, on pompe le PIB de l'essentiel, il ne reste pas grand-chose. Il ne reste plus rien. Bon, on va se retrouver quelque part, peut-être si on a trop eu, dans toutes les richesses qui sont créées. Si on a trop eu, c'est 20% qui reste chez nous. Alors, et c'est pour ça que les Ivoiriens se posaient la question, l'argent ne circule pas. On dit l'argent ne circule pas dans la Côte d'Ivoire. Mais c'est vrai, parce que l'argent, une fois que c'est créé, ça ne reste pas en Côte d'Ivoire pour circuler. Ça sort. On dit l'argent travaille. Ça ne circule pas même parce que ça travaille. Oui, ça travaille, mais ça travaille pour qui? Ce n'est pas pour les Ivoiriens. C'est pour cela qu'il faut éliminer le franc CFA. C'est pour ça qu'il faut éliminer le franc CFA. On ne le dit pas assez, mais tant que le franc CFA existera, la Côte d'Ivoire sera un pays sous-développé, un pays qui se contentera de vendre des matières premières, qui ne pourra jamais s'industrialiser et qui restera dans la situation que nous connaissons. Voilà, notre bataille.